Ouvrons-nous les portes pour aider ou pour perdre le contrôle? La crise migratoire n'est plus un problème régional, c'est un phénomène mondial, accéléré par les guerres, les effondrements économiques, la persécution politique et les catastrophes sociales. Mais derrière la compassion, il y a une peur croissante. Sommes-nous vraiment accueillant des gens ou perturbons nos propres pays? D'une part, l'appel à la solidarité. Les familles fuyant les régimes autoritaires, les zones de guerre, la faim, la violence. Des gens désespérés essayant de survivre, traversant les déserts, les mers, les murs et les frontières. La scène bouge, difficile à ignorer. Mais de l'autre côté, il y a des communautés entières se demandant « Qui paiera cette facture? Qui entre dans mon pays? Quel est l'impact de cela sur l'économie, la sécurité, la culture ?» Les pays européens tentent d'absorber des millions de réfugiés ukrainiens, syriens et afghans, tout en faisant face à des tensions internes, à des attaques terroristes et à des effondrements dans les systèmes de santé et de logement. Les États-Unis vivent une situation de plus en plus critique à la frontière sud, avec des flux massifs d'Amérique latine, des Caraïbes et même d'Afrique. Déjà, les pays d'Amérique du Sud sont confrontés à un dilemme sans précédent. Le Brésil, la Colombie, le Pérou et le Chili tentent de faire face à l'immigration de masse des Vénézuéliens, des Haïtiens et d'autres nationalités, souvent sans infrastructure minimale pour... Cela, est-ce une solidarité ou un suicide national? Nous sommes confrontés à l'une des questions les plus difficiles du XXIe siècle. À quelle distance est notre obligation morale de se accueillir mutuellement avant de menacer notre propre avenir? Se préparer. Parce que dans cette vidéo, nous ne romantiserons pas la réalité. Examinons les données, les arguments et les contradictions. Et à la fin, la décision vous appartient. Créons-nous des ponts ou creusons-nous nos propres tranchées? L'humanité a toujours migré. Depuis les temps plus âgés, les groupes humains voyagent à la recherche de survie, fuir les guerres, la persécution, la faim ou les catastrophes naturelles. Mais ce que nous avons vu au cours des dernières décennies, c'est quelque chose de différent. Les flux migratoires à une échelle rapide et désorganisée. Selon les données de l'Organisation internationale pour les migrations, IM, plus de 280 millions de personnes vivent aujourd'hui en dehors de leur pays. D'origine, le plus grand nombre jamais enregistré dans l'histoire moderne. Ce nombre a augmenté de plus de 60% au cours des 3 dernières décennies. Mais ce n'est pas seulement la quantité, c'est la vitesse, l'intensité et l'impact politique. La crise migratoire syrienne, qui a explosé en 2015, a provoqué un choc sans précédent en Europe. Plus de 5 millions de personnes fuyant la guerre civile. Des pays comme l'Allemagne et la Suède ont ouvert leurs portes, tandis que d'autres, comme la Hongrie et la Pologne, ont élevé des murs physiques et idéologiques. En 2022, avec la guerre en Ukraine, l'Europe a été le théâtre d'une nouvelle vague de voyages. Plus de 8 millions de réfugiés ukrainiens ont demandé un refuge dans les pays voisins en temps record. Cette fois, la réception était plus large, mais elle a également révélé un traitement inégal. Alors que les Ukrainiens ont été reçus avec solidarité, les réfugiés d'Africains et d'Arabes ont continué à faire face à un rejet. Aucun. États-Unis, la situation à la frontière du Mexique est devenue une bombe à temps. Chaque mois, des milliers de migrants traversent le désert, essayant d'entrer illégalement. Beaucoup viennent d'Amérique centrale, fuyant les cartels, la pauvreté extrême et les États en faillite. D'autres viennent des Caraïbes, de l'Afrique ou même de l'Asie. D'ici 2023, les États-Unis ont battu un record d'arrestations frontalières, plus de 2,4 millions en une seule année. En Amérique latine, le cas le plus emblématique est celui du Venezuela. Depuis 2015, plus de 7,7 millions de Vénézuéliens ont quitté le pays. La Colombie, le Pérou, l'Équateur, le Brésil et le Chili ont vu leur population de migrants tirer dans quelques années, surcharger les services publics et créer des tensions locales. Dans de nombreuses villes, il y a eu une augmentation des professions, du chômage informel et des conflits sociaux. Et ne vous arrêtez pas là. En Asie du Sud, des pays comme le Bangladesh et l'Inde sont confrontés à des flux de migrants internes et externes en raison du changement climatique, des inondations et des tensions ethniques religieuses. En Afrique,
des millions de personnes échappent aux conflits civils, aux groupes extrémistes et à la misère chronique. Une partie de ces migrants risque la vie en Méditerranée, essayant d'atteindre l'Europe dans des bateaux précaires. Des milliers de personnes meurent en cours de route et ceux qui arrivent ne sont pas toujours les bienvenus. La question est répétée dans différentes langues et frontières. Que faire lorsque la solidarité est choquée par la capacité réelle d'un pays à accueillir? Les gouvernements sont divisés entre deux discours. L'humanitaire, qui considère l'accueil comme une obligation morale et une loi fondamentale, et le souverain, qui défend la protection des frontières, l'identité nationale et le système interne. Les deux parties prétendent essayer d'éviter l'effondrement. Mais qui a raison derrière la discussion technique, loi, frontières, vues et traités, est un dilemme beaucoup plus profond. Dans quelle mesure un pays a-t-il le devoir d'ouvrir ses portes et quand ce devoir devient-il une menace pour la stabilité nationale elle-même? L'immigration de masse divise le monde non seulement en politique, mais en valeurs. D'une part, ceux qui défendent l'accueil sans restriction, au nom de la compassion, de la justice et des droits de l'homme. De l'autre, ceux qui mettent en garde contre l'impact économique, social et culturel de l'arrivée accélérée et désorganisée de millions de personnes. Commençons par les arguments en faveur de l'immigration. Pour les défenseurs d'ouverture, aucun être humain ne peut être considéré comme illégal. L'idée que les frontières nationales devraient être des obstacles insurmontables sont, selon eux, dépassés et inhumains face aux réalités qui obligent tant de gens à fuir leur pays. L'immigration, de ce point de vue, n'est pas une menace, mais une conséquence directe de l'inégalité mondiale, et donc une responsabilité partagée. De plus, il y a l'argument économique. De nombreux pays développés sont confrontés au vieillissement de la population, à des taux de natalité très bas et à des pénuries de main-d'œuvre dans les secteurs essentiels. Les jeunes immigrants prêts à travailler peuvent combler ces lacunes, payer des impôts et garder des zones actives telles que l'agriculture, la construction et les soins pour les personnes âgées. Allemagne, par exemple, de nombreux réfugiés qui sont arrivés de Syrie entre les années de 2000 et 2017 ont été insérés sur le marché du travail et ont fait partie de la force productive du pays. Aux États-Unis, il existe des études qui indiquent qu'au fil des ans, les immigrants contribuent davantage aux impôts qu'ils n'en reçoivent sur les avantages sociaux. Au Portugal, l'augmentation de la population immigrée a soutenu les secteurs critiques de l'économie, en particulier ceux impliquant un travail manuel et physique que les citoyens locaux ne veulent plus exercer. Un autre argument fort est celui de la diversité culturelle. Les immigrants apportent de nouvelles langues, des religions, de la cuisine, des formes d'art et des visions du monde. Les défenseurs de cette idée se souviennent que de nombreuses sociétés modernes, comme l'américain et le canadien, ont été construites par des personnes d'origines différentes, qui ont transformé ces pays en pouvoir économique et culturel. Nier l'immigration, selon ce groupe, serait un moyen de nier l'histoire même de la civilisation humaine. Mais les critiques de l'immigration de masse sont non seulement motivées par les préjugés ou le nationalisme. Il y a une préoccupation légitime avec les impacts pratiques et structurels que les grands flux migratoires provoquent lorsqu'ils ne sont pas bien planifiés. Le premier point soulevé est l'effondrement des systèmes publics. Lorsque des milliers de personnes viennent soudainement, souvent sans papier et sans ressources, des services essentiels tels que la santé, l'éducation et le logement sont les premiers à souffrir. Les hôpitaux sont surpeuplés, les écoles ne peuvent pas absorber la demande, et le manque de logement génère des professions irrégulières et des bidonvilles de fortune. Vient ensuite l'insécurité et l'instabilité sociale. Dans diverses régions d'Europe, les quartiers sont apparus lorsque les tensions raciales et religieuses s'intensifiaient avec l'arrivée des immigrants. Il y a eu des manifestations, des affrontements avec la police et, dans certains cas, des attaques violentes contre les extrémistes qui ont infiltré les flux migratoires. En France, par exemple, les quartiers périphériques sont devenus des zones de tension, avec des taux élevés de chômage, de violence et de radicalisation. En Suède, connue pour sa politique ouverte d'air, il y a eu une augmentation de la criminalité dans les domaines où l'intégration sociale a échoué. Un autre argument récurrent est celui de l'identité nationale.
Les critiques craignent que l'arrivée des cultures avec des valeurs très différentes, en particulier sur des sujets tels que la religion, les droits des femmes et la liberté d'expression, puisse déstabiliser la cohésion sociale. La question est-il possible de vivre en paix avec des groupes qui rejettent les principes démocratiques du pays qui les accueille? Ou sommes-nous sous prétexte de la tolérance, faisant de la place pour les conflits futurs? Aux États-Unis, le débat sur l'immigration à la frontière du Mexique s'intensifie à chaque élection. Beaucoup soutiennent que le manque de contrôle migratoire représente une menace non seulement économique, mais aussi pour la sécurité nationale. La peur n'est pas seulement chez les immigrants pauvres, mais dans la possibilité de criminels, les trafiquants et les extrémistes entrent sans contrôle. En Amérique du Sud, la situation a été inversée. Les pays qui exportaient auparavant les migrants ont commencé à recevoir des flux massifs, comme dans le cas du Venezuela. Le Pérou, le Chili, la Colombie et le Brésil ont dû absorber des centaines de milliers de personnes en peu de temps. Cela a généré un chômage, une économie informelle accrue, la croissance de la xénophobie et des manifestations dans plusieurs villes. La question reste la même. Jusqu'où la réception va-t-elle avant qu'elle ne devienne l'instabilité? Les défenseurs de l'immigration réagissent que la clé est l'inclusion, l'intégration et l'investissement. Les critiques disent qu'aucun système public ne résiste à ce rythme et que la priorité devrait être la population locale. Les deux côtés ont des exemples. D'une part, les immigrants qui ont ouvert des affaires, créé des emplois, enrichi la culture et contribué à l'économie. De l'autre, les quartiers marginalisés, la croissance du crime, la tension sociale et l'adaptation de difficultés. Et il y a encore une couche politique qui doit être considérée. L'instrumentalisation de l'immigration. Les politiciens gauche et droit utilisent le thème comme une arme. Pour certains, la réception est devenue un symbole de supériorité morale. Pour d'autres, la peur de l'immigrant est explorée pour remporter les élections. Alors que les discours se choquent, les impacts réels sont les citoyens, à la fois ceux qui arrivent et ceux qui étaient déjà. La crise migratoire ne concerne pas seulement les frontières physiques. Il révèle les limites de solidarité, de tolérance et de souveraineté. Nous sommes entre deux extrêmes, l'humanisme aveugle et le nationalisme radical. Trouver un équilibre est devenu le plus grand défi de notre temps. L'immigration de masse ouvre une tension que de nombreux pays préfèrent éviter. Le conflit entre les idéaux que nous défendons et les limites que, en pratique, nous ne pouvons pas soutenir. D'une part, le principe de solidarité. L'idée que tout le monde mérite une seconde chance, que personne ne devrait être condamné à la misère, à la peur ou à la guerre pour être né au mauvais endroit. C'est un idéal noble, mais trop idéal pour appliquer sans conséquence. D'un autre côté, la réalité concrète des frontières, des lois, de la culture et de la souveraineté. Parce qu'un pays n'est pas seulement un territoire, c'est un ensemble de valeurs, de règles, de structures sociales et d'engagement envers sa propre population. Et lorsque l'arrivée de masse des gens brise cet équilibre, la compassion cède la place à la méfiance, et l'accueil devient une crise. La question à laquelle personne ne veut répondre directement est simple et brutale. Dans quelle mesure sommes-nous prêts à aider avant de détruire ce que nous essayons de protéger? L'immigration peut être une opportunité, oui, mais cela peut aussi être une bombe temporelle si fait de manière chaotique, sans contrôle et sans débat. Le problème n'est pas d'ouvrir les portes, le problème n'est pas de savoir avant qu'ils ne puissent rester ouverts. Est-il possible de garder vos bras ouverts sans perdre l'épine dorsale? Est-il possible d'accueillir l'autre sans effacer sa propre identité? Est-il possible de défendre les droits de l'homme sans sacrifier la stabilité d'une nation? Ces questions n'ont pas de réponse facile, et peut-être qu'il n'y a pas de réponse unique, mais une chose est certaine, prétendre qu'il n'y a pas de problème est la pire réponse possible. Parce que lorsque la solidarité devient tabou et que la sécurité nationale devient synonyme de préjugés, la société pense et commence à réagir. Et les réactions extrêmes des deux côtés facturent toujours un prix élevé. Maintenant, le choix est entre les mains de ceux qui regardent. Croyez-vous que nous sommes confrontés à une crise humanitaire ou à un effondrement annoncé? Nous devons continuer à accueillir sans limite,
Ou est-il temps de redéfinir les frontières de ce que nous appelons justice? Laissez votre avis dans les commentaires. Le débat commence maintenant, et son côté compte. Si cette vidéo vous a fait réfléchir, comme partagez et vous abonnez à la chaîne. Ici, la controverse n'est pas évitée, elle est face.